Bonjour, dans cette séquence, nous allons discuter de polarisabilité. La polarisabilité, ce sera la capacité qu'aura un corps uniformément neutre à l'origine à voir ses charges positives et négatives se séparer suffisamment sous l'influence d'un champ extérieur. Ce corps polarisé générera alors lui-même un champ extérieur. Il aura acquis un caractère dipolaire au sens où nous l'avons défini dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, nous allons plutôt partir d'un objet macroscopique, comme un petit bout de papier attiré par une règle frottée, pour définir la polarisation d'un milieu en général. Puis, nous chercherons à comprendre comment la polarisation peut se produire et être décrite à l'échelle microscopique, donc celle d'un atome ou d'une molécule. Et pour terminer, nous ferons le lien entre tout ceci et un instrument désormais fort populaire en biologie pour manipuler des cellules et autres petits objets, les pinces optiques. Comment un corps peut-il se polariser sous l'action d'un champ électrique? Pour mettre un tel effet en évidence, une manière de procéder consiste à utiliser un condensateur électrique constitué de deux plaques conductrices chargées avec des charges opposées, plus Q et moins Q. Si le vide règne entre ces deux plaques, il apparaît alors entre elles un champ électrique uniforme E0. Introduisons entre les plaques un corps diélectrique, c'est-à-dire isolant. Chaque électron reste attaché à un atome et ne peut voyager librement. Ce diélectrique peut être par exemple de l'eau pure, de l'huile, du verre, etc. Ce que l'on constate expérimentalement, c'est que le diélectrique se polarise sous l'action du champ E0. C'est-à-dire que l'on voit apparaître une densité de charge négative moins sigma près de la plaque positive et plus sigma près de la plaque négative. Ces charges à la surface du diélectrique créent un champ dépolarisant ED qui s'oppose au champ appliqué E0. Il règne donc en moyenne à l'intérieur du diélectrique un champ total E égale E0 plus ED d'intensité plus faible que E0. En général, pour des champs pas trop intenses et pour la plupart des diélectriques, on pourra résumer l'effet du diélectrique par la relation E égale E0 divisé par epsilon r, où epsilon r est une grandeur caractéristique du diélectrique appelée permittivité relative. On parle de permittivité relative d'un matériau parce que l'on se réfère toujours à la permittivité du vide, epsilon 0, qui vaut 8,85 10-12 en unité du système international, ici le farad par mètre. La permittivité d'un matériau vaudra donc toujours epsilon égale epsilon r fois epsilon 0. Et la permittivité relative epsilon r reste de l'ordre de grandeur de quelques unités. Par exemple, environ 2 pour le papier, 5 pour le verre et 80 pour l'eau. Ce que l'on a décrit ici dans un champ uniforme est en fait très général. On pourra considérer que les diélectriques divisent partout les champs électriques par leur permittivité relative. Si l'on considère deux charges électriques dans le vide, par exemple, elles exercent mutuellement une force électrique de norme F l'une sur l'autre, ici attractive. Placées dans un diélectrique à même distance, ces charges voient le champ qu'elles génèrent divisé par epsilon r. Par conséquent, les forces électriques sont elles aussi divisées dans les mêmes proportions. L'attraction entre charges devient plus faible. Les charges se voient moins. On comprend à nouveau pourquoi la permittivité d'un liquide pourra être indicative de sa capacité à solvater des ions, c'est-à-dire à limiter leurs interactions avec des charges de signe opposé. Nous avons dit qu'un milieu diélectrique était par définition isolant, donc que ses charges positives et négatives étaient liées. Comment cela est-il compatible avec les densités de charge plus et moins sigma dont nous avons évoqué l'apparition sur les faces du matériau? Si le milieu est constitué de molécules polaires, par exemple des molécules d'eau, on peut imaginer que celles-ci tendent à s'aligner sur le champ appliqué, comme les petites flèches sur le dessin. La face supérieure regroupe alors tous les côtés négatifs des dipôles, d'où l'apparition de cette densité de charge négative moins sigma. Et c'est l'inverse pour la face inférieure.
Cette explication est tout à fait valable pour un matériau constitué de molécules polaires, comme l'eau. Elle permet même de prévoir que l'alignement des dipôles sera contrarié par l'agitation thermique, donc que la permittivité doit dépendre légèrement de la température. Cependant, on constate que le matériau peut se polariser comme précédemment, même s'il est constitué de molécules non polaires. Comment est-ce possible? L'explication va tenir à la polarisabilité de la matière au niveau microscopique, c'est-à-dire que même un atome parfaitement sphérique peut réagir à un champ électrique en décalant légèrement son noyau du centre du nuage électronique. Il acquiert alors un moment dipolaire, tant que règne le champ électrique appliqué. Pour des champs appliqués assez faibles, on peut comprendre que le moment dipolaire qui apparaît est proportionnel au champ appliqué. P égale alpha E0, où alpha est la polarisabilité de l'atome ou de la molécule considérée. Nous n'entrerons pas dans le détail du raisonnement théorique, mais il est basé sur une estimation du déplacement du noyau de charge ZE par rapport au nuage électronique, assimilé à une sphère de densité de charge constante. La position d'équilibre du noyau est atteinte lorsque le champ extérieur est compensé par celui qui règne dans le nuage électronique et qui croît du centre vers le bord de la sphère. Cette modélisation physique permet de prévoir une valeur de la polarisabilité qui dépend uniquement du rayon de l'atome A0. Alpha égale 4pi epsilon 0 A0 au cube. Pour des rayons atomiques de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, on obtient alors une polarisabilité théorique de l'ordre de 10 puissance moins 40 en unité du système international. Expérimentalement, on constate un bon accord avec cet ordre de grandeur pour la série d'atomes présentés ici, de 0,73 à 38 fois 10 puissance moins 40 unités SI pour l'hydrogène et le potassium. Ceci conforte notre interprétation d'une polarisation imposée au niveau microscopique. Indépendamment du modèle précédent, on peut supposer, et l'on constate, que des atomes seront d'autant plus polarisables qu'ils sont gros, avec des électrons loin du noyau et plus facilement affectés par un champ extérieur. Ainsi, pour des halogènes de taille croissante, ici soumis au champ d'un ion aluminium, la déformation du nuage électronique sera d'autant plus grande que le numéro atomique est élevé. Cette déformation correspondant à un plus fort moment dipolaire acquis, donc une plus grande polarisabilité. Nous comprenons mieux désormais comment une molécule ou un atome peuvent se polariser. Pour terminer cette séquence, nous pouvons évoquer deux conséquences à cela. Tout d'abord, et sans entrer dans les détails qui seront présentés dans la vidéo sur les forces de Van der Waals et les interactions dites faibles, cela permet de comprendre comment une molécule neutre peut interagir avec un dipôle, par exemple une molécule d'eau. En effet, sous l'influence du champ dipolaire, la molécule va se polariser à son tour. Sur la figure et qualitativement, on comprend qu'une charge négative va apparaître en vis-à-vis de la charge positive du dipôle, et inversement en face de sa charge négative. Dans une telle situation, il va donc apparaître une force globalement attractive entre le dipôle et la molécule neutre. Enfin, la polarisabilité des molécules ou des petits objets comme des cellules biologiques va permettre de les manipuler grâce à des faisceaux laser. Faisceaux baptisés pinces optiques dans ce contexte. Considérons en effet un petit objet neutre et polarisable au voisinage du point de focalisation d'un laser. Un faisceau laser focalisé ainsi possède une intensité lumineuse qui décroît lorsque l'on s'éloigne du centre du faisceau. L'intensité lumineuse est directement liée au champ électrique véhiculé par la lumière, qui est une onde électromagnétique. Une forte intensité correspond à un fort champ électrique, une faible intensité à un champ faible. Donc, le champ associé à l'onde laser change de direction sans arrêt, à la fréquence de l'onde électromagnétique, mais il est plus faible sur les bords du faisceau et plus intense au centre. La première action de ce champ est de polariser l'objet. Ensuite, comme le champ est inhomogène, et comme il a été expliqué dans la vidéo sur la polarisation, la force électrique totale appliquée à l'objet va le pousser vers les zones de champ plus intenses, donc vers le centre du faisceau. En déplaçant le laser assez doucement, l'objet va donc suivre la tâche focale du laser
et être positionné à l'emplacement choisi par l'opérateur. Des liens vers des vidéos de démonstration se trouvent dans la partie webographie associée à cette séquence. Voilà qui termine cet exposé sur la polarisabilité de la matière au niveau microscopique et macroscopique et les premières conséquences que l'on peut en tirer.